Et ça commence. Bonjour. 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 Avec le réseau là. Bonjour. Salut à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. On va, je vous propose qu'on démarre tranquillement sur la séquence. Déjà, merci d'être présent à ce Zoom où l'on va vous présenter deux éléments réglementaires qui sont parus dernièrement. La circulaire FIE, donc la circulaire du Fonds d'inclusion dans l'emploi qui donne les orientations au préfet des régions sur les allocations des crédits, notamment en termes de postes dans les entreprises adaptées. Et on vous présentera aussi l'instruction générale qui vient de ressortir sur les entreprises adaptées, qui abroge la circulaire de 2019 et qui les remplace la circulaire de 2019 où il y a quelques précisions, quelques changements qui sont également à l'intérieur. Donc on va vous présenter ces éléments. Avant de démarrer, Benoît, je ne sais pas si tu as le micro ouvert, si tu veux présenter, dire un petit mot sur le Festival Croisé. Je suis là, oui. Bonjour à toutes et à tous. L'UNEA est partenaire du festival Regards croisés depuis quelques années et donc ils sont dans la préparation de l'édition 2025. Et en ce moment, ils sont en particulier sur la phase de collecte des films. Donc, le principe, hein, ce sont des films réalisés par des personnes en situation de handicap, sous forme de témoignages, de fiction, de documentaires, etc., etc. L'idée étant bah, de croiser un petit peu tous ces regards. Les structures et les personnes qui souhaitent candidater donc, peuvent déposer leur film jusqu'au 26 septembre. Donc ça veut dire que c'est le moment aujourd'hui pour celles et ceux qui sont intéressés par la démarche, eh bien, de commencer à s'engager et à filmer. Vous retrouverez toutes les informations sur la prochaine newsletter et on voulait vous partager un petit court-métrage de 30 secondes que le festival nous a transmis pour voilà, donner un petit peu un aperçu de qui ils sont et de ce qu'ils font, mais je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent. Voilà, je laisse Sébastien Je lance la vidéo. J'avais fait deux catégories.
pas sur ça. Non, ça. Ça. Ou alors tu mets un truc là et un truc là. Donc voilà, comme je disais, vous aurez toutes les informations pratiques dans la prochaine newsletter. Et je ferme cette parenthèse en vous remerciant pour votre attention. T'as le son? Et juste dans la complément des actions de communication et de visibilité du secteur et des entreprises adaptées, juste vous rappeler, si tu veux reprendre Benoît, ou... Oui, effectivement, très, très important. 2023, l'UNEA a lancé la marque collective, les entreprises adaptées, la performance qui a du sens. Donc, nous avions fait des campagnes, notamment à base de vidéos sur les réseaux sociaux. Là, sur fin 2024 et début 2025, on a réactivé ces campagnes digitales et là, courant avril, on a ouvert un site de marque qui vise à présenter de façon la plus exhaustive possible les entreprises adaptées. Donc le site s'appelle La Performance qui a du sens. Il est en parallèle de notre site UNEA. C'est votre site, n'hésitez pas à le relayer. Il permet aussi de présenter à la fois la diversité des métiers que vous exercez, la diversité des compétences, mais également d'être enrichi par du testimonial de clients, de testimonial de directeurs des ressources humaines, et puis évidemment par un certain nombre de nouvelles vidéos qu'on va relayer sur les réseaux sociaux. On aura besoin de vous aussi pour le faire connaître et pour relayer l'existence de ce site, aussi pour le faire vivre et pour l'enrichir. On a déjà quelques entreprises adaptées qui nous ont sollicité en nous disant on est volontaire pour accueillir un tournage où on a aussi du contenu à vous proposer. Pour l'instant, on lance cette V1, on est en train de réfléchir à des évolutions. On n'arrivera évidemment pas à présenter toutes les EA. Par contre, c'est aussi un site qui a vocation à être diffusé auprès des donneurs d'ordre publics et privés et des responsables RH. Et c'est un site qui, à beaucoup d'endroits, ramène vers l'annuaire de l'UNEA avec un mot d'ordre. Découvrez les entreprises adaptées proches de chez vous. Donc, sur le site UNEA, sur notre annuaire, sur lequel, comme vous le savez, on peut faire des recherches par zone géographique et par métier. Donc, l'idée aussi, c'est vraiment de favoriser la mise en relation entre les donneurs d'ordre et les entreprises adaptées dans chaque territoire. Donc, je le redis, c'est votre site, c'est une V1. On est aussi preneur de vos retours via les chargés de mission. N'hésitez pas à le diffuser. Je vois qu'il y a une question, mais c'est juste une petite... je ne sais pas si on peut donner la parole à David, mais rapidement, puisque ce n'est pas l'objet du Zoom. Mais on va communiquer là aussi. On a commencé à communiquer. Quelle était la question de David ? Oui, alors bonjour, excusez-moi, c'est juste que j'ai fait une erreur de manip en me connectant. Très bien, parfait. Voilà. Et la charte graphique, puisque je réponds à la question une des questions qui est passée en message, on rediffusera dans les messages qu'on va communiquer le lien vers le petit kit d'utilisation de ce logo et donc de cette marque qui est réservé à nos adhérents. Dans tous les cas, si ça tardait à venir ou si vous ne la voyez pas passer ou vous la recherchez, n'hésitez pas à vous adresser à vos chargés de mission. Ils l'ont, puisqu'on a maintenant Paul qui a rejoint l'équipe, donc ils sont en capacité de vous les transmettre. Et donc, on a des déclinaisons pour vos sites Internet, pour vos signatures mail, pour vos bandeaux LinkedIn, pour tous vos supports. On a ce qu'il faut. Je referme du coup cette double parenthèse.
en vous remerciant à nouveau pour votre attention. Ok, merci Benoît. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet de la présentation de la première circulaire, donc la circulaire FIE 2025. Donc, FIE signifie Fonds d'inclusion dans l'emploi. Et donc, cette circulaire, qui porte le numéro 2025-41, a été publiée le 30 avril au bulletin officiel du ministère du Travail. Et elle fixe au préfet de région les grandes orientations du ministère du Travail pour la gestion de ce qu'on appelle les programmes d'inclusion dans l'emploi. Les grandes orientations qui sont définies dans cette circulaire, elles sont affichées devant vous. C'est piloter et articuler les dispositifs en cohérence avec les stratégies et les actions territoriales. Donc là, c'est un point important. On verra que ça décline sur des ouvertures de possibilités qui ont été données au niveau des territoires et au niveau des régions de répartition des crédits. Donc c'est de vraiment mettre en œuvre les stratégies et les actions territoriales des politiques publiques de l'emploi sur les différents dispositifs. La FIE intègre notamment tous les contrats aidés, les PEC et les contrats qui sont disponibles auprès des employeurs. Elle traite de toutes les structures d'insertion par l'activité économique, donc les SIAE, les entreprises d'insertion, les ETTI, les chantiers, les associations intermédiaires, tous les dispositifs d'insertion par l'activité économique, les entreprises adaptées et les entreprises adaptées de travail temporaire, et les GEC, les groupements d'employeurs. Donc, ça donne de la latitude au préfet de région de l'organiser, et ce qui est demandé, c'est que ce soit piloté et articulé au sein des comités territoriaux pour l'emploi. Donc, il y a les comités régionaux pour l'emploi, les comités territoriaux qui se déclinent au niveau des départements principalement, et donc ça va être dans ces instances territoriales que les éléments vont être déclinés. L'orientation d'orienter, d'affecter les moyens au regard de la capacité effective des structures à accompagner les publics vers l'emploi. Donc là, le ministère insiste sur le fait de pouvoir mettre en avant et de pouvoir regarder l'effectivité de l'accompagnement que chaque dispositif et que chaque entreprise bénéficiaire du dispositif met en emploi, et que ces éléments-là s'apprécient dans le cadre des dialogues de gestion. On verra dans l'instruction suivante les dialogues de gestion, comment ils se déclinent, et ce que l'instruction demande également en termes d'échange avec les services de l'État entre les structures agréées et les représentants de l'État, donc les DRETS ou les DETS. Derrière, la circulaire recommande au préfet de région de mettre en œuvre des éléments pour développer les relations des structures d'insertion par l'activité économique, des EA et des EATT avec les entreprises du territoire. Donc, c'est d'essayer de faire mailler, de faire connaître les structures avec les acteurs économiques du territoire, à la fois sur plusieurs dimensions, sur des dimensions de partenariat économique, mais également sur des dimensions d'opportunité d'immersion du public au sein des acteurs économiques traditionnels, et également de l'aide au recrutement inclusif pour les employeurs. La circulaire met en place aussi ce qu'on appelle le FIT, le Fonds d'initiative territoriale. Le fonds d'initiative territoriale, c'est laissé à la main des préfets de région, donc des directions régionales du travail, pour accompagner des initiatives propres à chaque territoire. Donc, il n'y a pas de lignes nationales qui sont descendues. Et donc, les régions ont la possibilité de faire des appels à projets pour développer des actions en termes d'inclusion dans l'emploi des personnes éloignées de l'emploi, donc que ce soit des personnes relevant des SIAE, des personnes relevant du monde du handicap et des entreprises adaptées. Un des changements majeurs qui est donné
et qui a été rappelé plusieurs fois par la ministre du Travail, c'est qu'elle donne des possibilités de fongibilité entre les dispositifs. Donc les crédits sont bien descendus dispositif par dispositif. Donc les entreprises adaptées ont bien leur budget, les SIAE ont bien leur budget, les GEC ont bien leur budget, mais les territoires ont la possibilité de pouvoir faire de la fongibilité, de la répartition de budget en fonction de l'utilisation des crédits par les différents dispositifs. Donc, potentiellement, si on a un dispositif qui est en sous-consommation, il pourrait alimenter un autre dispositif s'il est en utilisation sur consommation de l'enveloppe financière qu'il a. Donc ça, c'est une possibilité nouvelle qui est vraiment donnée. C'était pas possible. C'était pas possible en intra-dispositif également. Je rappelle que jusqu'à l'année dernière, on ne pouvait pas avoir une fongibilité entre, par exemple, le contrat socle, l'aide au poste socle, donc qui est majoritaire dans les EA, le CDD tremplin ou le ATT. C'était vraiment des lignes budgétaires qui étaient différentes. Cette année, les DRETS auront la possibilité de faire de la fongibilité entre les dispositifs et de répartir les budgets en fonction des besoins et des réels besoins et des consommations effectives des crédits sur chaque ligne de dispositif. Alors, il est bien précisé de ce fait-là que s'il y a une fongibilité possible entre les dispositifs, il y a nécessité d'avoir un pilotage particulièrement vigilant et fin dans un contexte d'exécution budgétaire contrainte. Vous savez tous aujourd'hui que le ministère du Travail a été très impacté par les économies budgétaires l'année dernière. On avait déjà eu des décrets d'annulation de crédit en 2024, donc les budgets qui avaient été votés avaient été diminués en cours d'année. La tendance, c'est toujours une tendance au contrôle de la dépense publique, et donc il est demandé d'avoir une vigilance extrême et un pilotage fin des différents dispositifs pour regarder si les crédits qu'ils sont alloués seront bien utilisés. On a un enjeu aujourd'hui de pouvoir justifier, notamment sur le budget des entreprises adaptées, que l'on est en capacité d'utiliser l'intégralité des crédits qui nous sont alloués. On est dans une situation où on doit vraiment justifier cela pour ne pas voir dans les années à venir les crédits baisser sur les entreprises adaptées. Donc ça, ce sont les grandes orientations de la circulaire. Si on regarde derrière, côté entreprise adaptée, ce que ça donne, et plus précisément la partie budgétaire, la partie pilotage des entreprises adaptées. On a un budget global pour l'année 2025 qui est de 481,7 millions d'euros. Donc on est sur un budget qui est quasiment constant par rapport à l'année dernière, puisqu'après le décret d'annulation de crédit en 2024, on était sur un budget 2024 de 482,4 millions d'euros. Donc il y a 700 000 euros d'écart entre 2024 et 2025. Donc on est globalement sur un budget constant. Un budget qui permet de financer aujourd'hui, on verra le détail tout à l'heure, 25 130 postes sur le socle, donc sur la majorité des contrats en entreprise adaptée, et 1549 postes sur les dispositifs de transition professionnelle, donc CDD tremplin et EATT. Donc on a un budget qui est constant, mais il faut savoir qu'on finit l'année 2024 avec une sous-consommation nationale de 24 millions d'euros sur le socle. Et là, je vous parle uniquement du socle. Donc 24 millions d'euros qui n'ont pas été utilisés et qui n'ont pas été payés en termes au regard de la programmation qui avait été initialement effectuée. Donc là, la situation nous met en difficulté. Aujourd'hui, on a réussi à protéger et à conserver un budget constant par rapport à l'année dernière, mais on ne pourra, entre guillemets, dans les années à venir, si la situation ne nous permet pas d'arriver à une consommation optimale, on risque d'avoir des diminutions de crédit
qui seront affectés et qui seront appliqués aux entreprises adaptées. Alors 20 millions d'euros, Bonjour ça Sébastien, pardon, est-ce ouais, que je peux juste finis intervenir? oui, je finis juste sur ça. Je vous demanderai de lever la main sans quoi on voit pas les personnes qui souhaitent intervenir. Alors, donc je voulais juste dire, les 20 millions d'euros, les quelques 20 millions d'euros, c'est 4% de sous-consommation sur l'activité SOC. Donc on finit l'année à 96% de consommation nationale, en moyenne nationale, sur le budget des EA socle. Oui, Romain, vas-y. Oui, bonjour, navré d'être intervenu comme ça. Je reviens juste sur ce que tu as dit sur la sous-consommation de l'enveloppe globale de 2024. Moi, aujourd'hui, on se pose une grosse question, en tout cas de notre côté, chez Artisan Service, qu'on partage avec Pascal et toi. Je pense que c'est aussi en lien avec cette sous-consommation pour d'autres EA aussi qui peuvent peut-être partager le même avis. Aujourd'hui, on a quand même des écrêtages qui sont assez conséquents, qui nous plombent globalement, majoritairement, nos budgets et nos bilans des entreprises adaptées. Pourquoi je dis ça? C'est qu'on a eu notre dialogue de gestion en début d'année où nous, équipe de direction, il y a eu un gros suivi chaque mois des aides au poste, des écrétages, etc. Donc, on a fait le nécessaire pour éviter d'avoir trop d'écrétages. On en avait discuté ensemble lors d'une formation où vous aviez validé justement l'étude qu'on avait faite et que le chiffre était bon. En tout cas, que notre analyse était bonne et correcte. Or, lorsqu'on a fait le dialogue de gestion et qu'on a rempli le tableau des indicateurs en Excel avec la Magadec, on s'est aperçu que nous, notre analyse était à 75,5%, donc on était dans les clous, sauf que sur le bilan de l'ASP, on est à 80,7%. Aujourd'hui, personne n'est capable, dont la dette aussi, aujourd'hui, personne n'est capable de nous expliquer pourquoi nous avons un tel décalage et pourquoi est-ce qu'on n'a pas les mêmes chiffres et comment ça s'explique. Donc, partant de ce point de vue-là, on ne sait même pas où est-ce qu'on va en 2025, à quelle sauce on va être mangé, on n'a aucune explication et là, on est complètement dans une impasse. Sur les écrêtements, en tout cas, l'impact des écrêtements dans le non payé, quand je vous disais tout à l'heure, il y a entre 20 et 24 millions d'euros qui n'ont pas été payés. Le montant des écrêtements est à l'intérieur de ce montant-là. On compare toujours ce qui a été effectivement payé aux entreprises adaptées par rapport à ce qui a été conventionné. Donc, les écrêtements n'étant pas payés aux entreprises adaptées, ils interviennent dedans. Les chiffres qu'on a eus sont au niveau national, un impact des écrêtements pour l'exercice 2024 qui est de 4,5 millions d'euros. Donc pour l'intégralité des structures, je n'ai pas les répartitions et le détail entre ce qui relève de l'écrêtement plafond et ce qui relève de l'écrêtement européen. Cette année, je devrais les avoir prochainement, mais c'est un élément qui est important à prendre en compte. On a identifié un problème, en tout cas, on a identifié un sujet avec la DGEFP que l'on a mis sur la table sur l'écrêtement plafond, qui est en train d'être analysé et qui doit être traité. C'est le poids, entre guillemets, d'un équivalent temps plein qui serait malade toute l'année, qui est comptabilisé de la même façon qu'un équivalent temps plein qui aurait travaillé toute l'année. Alors que au final, le montant de l'aide que l'on perçoit pour le malade, donc l'aide minorée, et l'aide que l'on perçoit pour un salarié qui travaille à temps plein, donc l'aide socle à un peu plus de 18 000 euros, on n'est pas du tout sur la même base. Donc il n'y a pas de pondération. Donc ça, c'est un point sur lequel on est en train de discuter aujourd'hui avec l'administration pour leur dire finalement, ça pénalise fortement les entreprises adaptées. Donc on reviendra et on continue d'avancer sur ce sujet-là qui a été identifié pour regarder, et en tout cas, s'il y a un traitement, s'il y a une pondération qui est faite, ça viendra à l'avantage de l'entreprise adaptée dans les années à venir. Ok, merci Sébastien, je reprendrai contact avec toi en dehors de la réunion. Oui. Sébastien, on a 2 questions dans le chat. On en a une première qui est si on peut confirmer que la sous-consommation ne concerne que le socle.
Et la deuxième de Patricia Gros qui demande si le dirigeant qui est mandataire social doit être déclaré dans EA2. Les chiffres que je vous présente, les 20 millions d'euros, ce n'est que sur le socle. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de sous-consommation sur les autres dispositifs. Je vous ai juste présenté ça. On est à 96% de consommation en 2024 sur le socle. On est autour de 70% sur les CD tremplins. Et on est à peu près à 80-85% côté EATT, avec un traitement et une problématique sur les EATT qui est aussi en train d'être analysée et sur lequel on a une action auprès de la DGEFP. Les 20 millions d'euros, par contre, les 24 millions d'euros exactement, ce ne sont que de la sous-consommation sur le socle. Et sur les personnes qui peuvent être déclarées sur EA2 sont toutes les personnes qui ont une fiche de paye au final qui ont une fiche de paye tous les mois. Donc je connais pas la particularité, Patricia, du mandataire social. Est-ce qu'il l'a systématiquement ou pas? Je ne sais pas si tu arrives à ouvrir ton micro. Oui, bonjour Sébastien. En fait, c'était pour réagir aux écarts qu'il peut y avoir entre l'analyse qu'on a nous et les écarts de la DREDS. Parce que moi, ce que me dit l'avocat, c'est qu'un mandataire social, comme on n'a pas de lien de subordination avec un supérieur hiérarchique, on a normalement une fiche de paye, mais qui est en fait une sorte d'indemnité. Ce n'est pas un salaire, on n'est pas salarié de l'entreprise. Et du coup, les avocats prennent la position de dire bah, normalement, vous ne devriez pas vous déclarer. Ce qui peut avoir un impact, notamment sur les écrêtements, sur les différents taux d'emploi de TH, etc. Et là, j'ai posé la question à Ludovic Bénas, mais je n'ai pas de réponse. Donc, je ne sais pas si c'est évident pour eux ou s'il faut qu'ils remontent à la DGEFP pour avoir une réponse sur ce genre de choses qui peuvent nous impacter de façon importante. En tout cas, la position qui avait été tenue jusqu'à aujourd'hui, c'est dès qu'il y avait un bulletin de paye, et si ça transite par la DSN, parce que ça doit transiter par la DSN quand même, derrière, tu as le droit de le notifier sur la déclaration mensuelle. Oui, mais le droit ou l'obligation? Parce que c'est pas pareil. Nous, comme on a des taux de TH qui ont bien baissé, je dirais qu'on ne veut pas forcément déclarer des non-TH pour le plaisir de les déclarer. En tout cas, normalement, toutes les personnes sur lesquelles il y a un flux DSN affecté à l'entreprise adaptée doivent être déclarées sur la déclaration mensuelle. Ok, bon, c'est ce qu'on fait, hein, mais bon, tout mandataire, quel qu'il soit, de toutes les façons, perçoit des indemnités ou quelque chose, et ça passe forcément par une DSN, sauf s'il est en prestation de service, mais bon. Ok, merci. Je reprends. Donc, 480, on va arrondir à 482 millions d'euros pour l'année 2024. Ce qui est demandé au DREDS sur les entreprises adaptées, c'est d'avoir un pilotage resserré de l'utilisation des crédits, et donc d'avoir un partage d'informations dans les comités régionaux des entreprises adaptées sur l'utilisation des crédits au niveau des entreprises adaptées. Il est bien sûr autorisé d'avoir de la réallocation de moyens sur un même territoire. Donc ça, c'est globalement de la bourse au poste intra-territoire, donc au sein d'une même région. Les DREDS ont la possibilité à tout moment de l'année de pouvoir refaire elles-mêmes une réallocation de moyens sans attendre une directive du national. Ils doivent vérifier derrière l'effectivité des accompagnements mis en œuvre au sein des entreprises adaptées, donc tout ce que l'entreprise adaptée met en œuvre pour assurer l'accompagnement et la réalisation du parcours professionnel du collaborateur au sein de l'EA, donc les actions de formation, les actions d'accompagnement globaux, et derrière, potentiellement, si le salarié le souhaite, toutes les situations d'immersion et de mise en situation auprès d'un autre employeur. Il est demandé aussi de regarder comment les entreprises adaptées, comment elles peuvent leur demander de faciliter le lien avec les autres employeurs du territoire.
Donc ça, c'est une demande qui est faite côté EA, mais côté SIAE, vous avez pu le voir tout à l'heure. Il a été confirmé pour les entreprises adaptées un budget PIC-EA de 11 millions d'euros. Donc 11 millions d'euros, on était à 14 millions d'euros en 2024. Il n'y a pas de changement aujourd'hui d'orientation sur le PIC-EA, c'est toujours pour majoritairement les publics qui sont en transition professionnelle ou pour des cohortes qui contiennent majoritairement des salariés en transition professionnelle. L'aide à l'ingénierie a déjà été supprimée l'année dernière et on n'a pas la possibilité on n'aura pas la possibilité de déposer de nouvelles offres ingénierie sur l'exercice 2025. La circulaire précise aussi que le comité régional des entreprises adaptées est intégré au comité régional pour l'emploi. Donc c'est la nouvelle organisation de France Travail et la décomposition de l'organisation et de la mise en place de France Travail. Il n'est pas interdit aux régions et dans leurs organisations de mettre en place des comités spécifiques aux entreprises adaptées. Et enfin, il est demandé d'avoir un partage transparent de l'information au sein de ces comités, justement, dans un enjeu de préservation des budgets, d'utilisation des budgets, de regarder comment c'est fait et de faire en sorte qu'on ait une dynamique d'utilisation et de redistribution des postes entre les structures qui soit plus importante, plus rapide et plus efficiente que ce que l'on a connu les années dernières. Donc les montants qui sont affichés en dessous, les montants des aides en fonction des tranches d'âge, en fonction des dispositifs, sont les montants qui sont en application suite au dernier arrêté de revalorisation des aides et qui permettent d'arriver donc à un budget au global de 482 millions d'euros. Si on regarde maintenant les répartitions géographiques, comme je vous le disais, on est au total sur 25 130 postes sur la partie socle. Donc on a 121 postes de moins de financés par rapport à 2024. Vous avez territoire par territoire la dotation et l'évolution par rapport à l'exercice précédent. Donc vous voyez qu'on a des territoires qui sont en forte baisse de dotation. On a 3 régions qui sont plus impactées que les autres. C'est Centre-Val de Loire, Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France qui globalement ont une perte proche de 100 ETP par rapport à l'année dernière. Et on a plusieurs régions qui ont des dotations supplémentaires et notamment la région Île-de-France, la région Occitanie qui ont plus de 80 postes et la région de Nouvelle-Aquitaine qui a pratiquement plus de 60 postes par rapport à l'année dernière. Donc là, ce sont les répartitions et les dotations qui ont été descendues au niveau de chaque territoire. Donc les DRETS ont connaissance de ces chiffres-là et doivent aujourd'hui affecter le premier avenant financier définitif de l'entreprise adaptée pour l'exercice 2025. On verra tout à l'heure avec jusqu'à quand elles ont la possibilité de le faire. Non. Donc ça, ce sont les chiffres sur le socle. Sébastien, oui. il y avait une question dans le chat par rapport à la réaffectation entre les régions, la réallocation entre les régions. Est-ce qu'elle est possible? La réallocation, oui, j'ai un slide qui le présenterait après. La réallocation entre les régions est possible. Mais moi, j'y crois plus à la réallocation entre les régions. Comme ils ont laissé la possibilité au niveau des régions d'avoir une fongibilité entre les différents dispositifs, une région aura tendance à dire je vais plutôt que remonter au national des crédits qui vont aller sur un autre territoire, je vais les utiliser pour un autre dispositif de mon territoire s'il exprime des besoins. Après, si tous les dispositifs viennent à être en sous-consommation, oui, il peut encore y avoir une redistribution. Mais en tout cas, je pense qu'entre les régions, ce sera beaucoup plus compliqué demain d'avoir de la réaffectation
par rapport à ce que l'on a eu déjà cette année. Hein. Quand on a eu la bourse au poste en fin d'année, il n'y a que 3 régions qui avaient été bénéficiaires pratiquement de crédits supplémentaires par rapport à l'ensemble des régions de France. Donc ça sera, à mon avis, beaucoup plus compliqué demain. Sur les moyens CDD tremplin, ils sont à 1203 postes affectés et alloués pour l'exercice 2025. Donc on est en forte baisse par rapport à l'année dernière, puisqu'il y a 531 postes en moins en dotation. Donc là, toutes les régions sont impactées avec des baisses de dotation. Globalement, la dotation 25 a permis de couvrir la moyenne des dotations 2024 sur les CDD tremplin. Donc ça a évolué uniquement, et ça a été affecté uniquement par rapport à la consommation, à la moyenne des consommations sur l'exercice précédent. Et sur les EATT, donc on est sur une baisse de dotation de 65 postes par rapport à l'année précédente. On était à 291. On est à 291 postes cette année. Alors, je vois la question d'Anthony sur quels critères sont définis les nombres de TP par région. Les nombres de TP par région, ils partent du consommé de l'année dernière, donc de ce qui a réellement été payé en termes de dotation. Et derrière, si les DRED sont exprimés des projets nouveaux, des projets de création, de développement d'activités, elles ont pu être dotées de quelques postes supplémentaires. Et ils partent réellement par rapport à la consommation qui a été effectuée l'année précédente. Donc là, on est sur les dotations EATT. Donc vous avez vu, territoire par territoire, les dotations sont aujourd'hui effectives et arrivées au niveau des DRETS. Et les DRETS sont en train de faire les dotations individuelles, structure par structure. Et on va voir, elles ont jusqu'à la fin du mois de mai pour pouvoir faire la première dotation. Alors, quelques points de vigilance, plus en termes de pilotage et de suivi au niveau des comités régionaux sur l'utilisation des crédits, c'est qu'il y a une possibilité accrue de fongibilité entre les dispositifs, ce qu'on se disait. Donc, mais pour le faire, il y a quand même des règles. Ils doivent rester dans les orientations nationales. Il y a des orientations qui sont données en termes de priorité de politique publique. Ils doivent rester dedans. Mais ils doivent surtout assurer un pilotage fin et un pilotage en responsabilité. Donc, le pilotage en responsabilité, qu'est-ce qu'il faut sous-entendre derrière? C'est la ligne suivante. En entreprise adaptée, la majorité des contrats qui sont actifs sont des contrats en CDI. Donc, les personnes sont durablement dans l'emploi dans l'entreprise adaptée. Donc, on n'est pas sur des personnes qui sont uniquement en passage. Et donc, dans l'estimation des crédits, et si jamais demain, il y a une fongibilité qui s'effectue entre l'entreprise adaptée, par exemple, vers un autre dispositif de politique publique de l'emploi, il faut que ça permette de couvrir l'intégralité des contrats qui sont présents aujourd'hui dans les entreprises adaptées pour que l'année suivante, l'entreprise ne se retrouve pas en difficulté. Donc, ça nécessite forcément un pilotage beaucoup plus fin au niveau des DRETS. Les crédits des entreprises adaptées, s'ils ne sont pas consommés, ils peuvent être réorientés vers 2 dispositifs dans ce qui est écrit dans la circulaire, les dispositifs de contrat aidé ou les dispositifs d'aide au poste IAE ou le fonds d'intervention, le fonds d'initiative territoriale, le FIT, sur lequel les régions ont la main et sur lequel les régions peuvent faire des appels à projets pour développer des initiatives particulières. Sur ce fonds, il n'y a pas de plafond.
les territoires, les préfets, les DRETS ont la possibilité de ponctionner une partie des budgets qui ont été mis sur chaque ligne de dispositif. Et derrière, par contre, elles doivent formuler la demande d'utilisation de ces fonds et ça doit être validé au niveau central par la DGEFP. Donc, il y a forcément une nécessité de vigilance, une nécessité d'attention aussi au niveau de toutes les entreprises adaptées par rapport aux trajectoires que vous allez avoir, d'essayer d'être le plus précis possible par rapport au point d'atterrissage que vous pouvez avoir, afin de faire en sorte que l'utilisation des crédits affectés aux entreprises adaptées reste bien affectée aux entreprises adaptées, et derrière, que des redistributions entre entreprises adaptées puissent se faire si une structure, par exemple, est en forte baisse d'activité et sait qu'elle ne pourra pas utiliser l'intégralité de l'enveloppe qui lui a été donnée. Donc là, il y a cette nécessité vraiment importante d'avoir un suivi, de ne pas faire de prévisions qui pourraient parfois être trop optimistes, ou si on a fait une prévision qui s'avère à un moment donné trop optimiste, de ne pas hésiter à revenir vers la DRETS en leur disant au final je ne vais pas pouvoir atteindre les prévisions que j'avais, donc je peux éventuellement libérer des postes et des crédits qui ne seront pas utilisés cette année dans ma structure, et si ça peut en bénéficier, si on peut en faire bénéficier d'autres entreprises adaptées, ben, ça reste aujourd'hui dans notre dispositif. Donc, maintenant, comment ça se passe et comment fonctionnent les éléments. Donc, on a de la programmation et de la reprogrammation. La programmation, c'est les chiffres que je viens de vous présenter, c'est la première dotation de poste que les DRETS ont reçue de la part de l'administration centrale et qui leur dit globalement, vous avez telle volumétrie de postes et telle volumétrie financière pour réaliser l'intégralité des avenants financiers des entreprises adaptées de votre territoire. Donc ça, c'est le point de départ. Là, il y aura une reprogrammation qui a été déterminée, qui a été notée dans la circulaire, qui sera produite au troisième trimestre. Donc à la rentrée, il y a une reprogrammation qui est possible et elle laissera la possibilité d'une réallocation entre les régions. Avec moi, mon point de vigilance sur la réallocation entre les régions de ce que je vous disais tout à l'heure, étant donné qu'on a une fongibilité entre les différents dispositifs, je ne pense pas qu'on ait beaucoup de régions qui remontent des crédits pour les redonner à une région voisine. Par contre, on a une bourse au poste infra-régionale qui est possible à partir du mois de juin. Les DRETS auront la possibilité, en infra-région, donc au niveau de la région, de pouvoir refaire un exercice, de pouvoir regarder les niveaux de consommation de chaque structure et de pouvoir refaire des avenants financiers à la hausse ou à la baisse vis-à-vis des entreprises adaptées. Donc voilà les éléments. Toute la reprogrammation, s'il y a une reprogrammation au troisième trimestre, pardon, elle devra être validée par la DGEFP et par la direction du budget, donc par Bercy. Et derrière, l'exercice de programmation-reprogrammation implique un dialogue entre tous les acteurs, les DRETS, les DETS et les acteurs du territoire, hein, donc les prescripteurs, mais aussi les réseaux. Et l'importance de la présence de l'UNEA dans les comités régionaux, c'est de pouvoir veiller à ce que les crédits initialement alloués aux entreprises adaptées, aux personnes en situation de handicap, restent bien dans le dispositif entreprise adaptée. Donc, voilà ce que je pouvais vous présenter. Est-ce qu'il y a je vois pas toutes les questions, donc est-ce qu'il y a des questions qui restent en suspens dans le chat? Il y avait Noa qui nous disait qu'elle a eu des surconsommations en 2024 et qu'elle n'a pas obtenu de régularisation.
Voilà, il y a eu une bourse aux postes. La seule bourse aux postes qui a eu lieu l'année dernière, c'est la bourse aux postes qui a eu lieu au mois d'octobre-novembre, là. Donc, il n'y en a pas eu d'autres. Et comme sur le premier avenant financier que l'on a depuis le début de l'année, on est sur une reconduction automatique du dernier avenant financier qui a eu lieu en 2024, les DRETS n'avaient pas la possibilité de faire des ajustements à la hausse ou à la baisse de la dotation pour la dotation 2025. Elles vont avoir la main pour pouvoir le faire et éventuellement corriger, si elles ont l'enveloppe financière suffisante, corriger la dotation de la structure pour l'année 2025. Il y a Claire qui a levé la main. Vous m'entendez ou pas? Oui, c'est bon, Claire. Oui, merci. Donc effectivement, hein, on n'a pas eu, on n'a pas bénéficié, alors qu'on est en forte surconsommation, on n'a pas eu de modification pour 2024 et on nous a annoncé grosso modo qu'il fallait rien attendre non plus pour 2025, sans nous dire exactement pourquoi. Bon, j'avoue que on est du coup un peu perplexe parce que l'écart ne fait que s'accroître en fait pour le moment. Puisqu'on continue à embaucher, donc l'écart ne fait que s'accroître. Oui, après que les DRETS ne se soient pas positionnés parce qu'elles n'avaient justement pas les enveloppes, elles les ont eu mi-avril, hein, donc elles n'étaient pas en capacité de dire est-ce que je peux faire quelque chose, et surtout elles n'avaient pas la possibilité de le faire. Techniquement, elles n'avaient pas la possibilité de le faire. Par contre, derrière, là, elles ont leur dotation. L'Île-de-France a été dotée de postes supplémentaires. On le voit après, ça va être un enjeu de répartition par rapport à la situation de chaque structure et à la réelle utilisation des crédits de chaque structure. Donc là, il faut, dans le dialogue de gestion et dans vos prévisions, bien redonner la situation et bien communiquer avec elle sur la situation propre à votre entreprise. Oui, ben, c'est ce qu'on a fait, hein. Moi, j'ai renvoyé des éléments, un tableau, etc. J'espère que ça sera entendu. Pour le moment, ça ne semblait pas très positif, mais j'espère. Merci. Thierry? Oui, bonjour. Vous m'entendez, ouais? Oui. Ok. Donc, effectivement, c'est moi qui ai mis aussi qui ai mis le message là pour signaler que nous, on était en surconsommation. Alors, c'est pas énorme, mais enfin, c'est toujours ennuyeux quand on est en surconsommation et qu'on n'arrive pas à avoir le consommé complètement rémunéré, enfin au-delà, et de voir que malgré tout, il y a 24 millions sur 2024 de crédits qui n'ont pas été consommés. Donc, c'est ce qui est rageant parce que nous, c'est le cas assez régulièrement, pour pas dire chaque année. Et chaque année, on voit qu'il y a du crédit qui n'est pas consommé. Vous avez parlé de 24 millions sur les 487. Voilà, c'est toujours embêtant et c'est dommage parce qu'effectivement, on va dans le sens, même s'il me semble quand même que 96% est un très bon score au niveau national, mais on risque effectivement d'aller vers des dégradations de budget alors qu'on a encore des EA, et je suis persuadé de ne pas être le seul, qui sont en surconsommation. Ouais, là-dessus, on a en effet des structures qui ont fini et qui n'ont pas été couvertes sur l'intégralité de leurs besoins. L'exercice de bourse au poste est arrivé bien trop tardivement l'année dernière. On peut pas agir et il faut savoir que l'administration, à partir du 10 décembre, elle n'a plus la main pour pouvoir faire des avenants financiers. Parce qu'ils sont en phase de clôture de gestion et ils n'ont plus la main pour pouvoir faire des avenants financiers à la hausse ou à la baisse dans le système. 80 par rapport au chiffre 96%, c'est bien, certes, ça s'améliore. Mais il y a des années, on était à 99 et on était pratiquement sur l'utilisation complète des éléments. Et la sous-consommation est liée aux deux phénomènes, est liée à un manque de dynamisme de pilotage et de finesse de pilotage de la part des services de l'État en région, d'un côté, mais également parfois à des prévisions qui sont trop, ce que je disais tout à l'heure, trop optimistes du côté des entreprises adaptées et qui ne signalent pas qu'elles ne vont pas être en possibilité
de pouvoir consommer l'intégralité de leur enveloppe. Donc si ces crédits-là ne sont pas, entre guillemets, rendus, ne sont pas remis à disposition du pot commun, la DRETS n'a pas la possibilité de faire du surbooking, non plus la possibilité de faire du surbooking et de se dire on dote 102, 103% au regard de l'enveloppe que l'on a eu. Ça, elles n'ont pas la possibilité de le faire. Donc si elles ont distribué l'intégralité des crédits qu'elles ont, et qu'on a une structure qui ne le consommera pas, mais qui ne signe pas un avenant financier à la baisse, elles n'ont pas la possibilité de pouvoir le distribuer. Et on a des DRETS qui ne veulent pas faire des avenants à la baisse auprès des entreprises adaptées. Donc, au final, elles se créent systématiquement un dispositif de sous-consommation et une situation de sous-consommation sur leur territoire. Donc, ces situations-là sont pointées. On échange régulièrement également avec la DGEFP pour pouvoir essayer d'améliorer, partager les bonnes pratiques qui existent sur certains territoires afin de pouvoir faire en sorte que l'on optimise et qu'on arrive à remonter encore notre niveau de consommation. L'idéal, c'est vraiment de s'approcher des 99% de taux de consommation. Après, on est pratiquement sur de la sous-consommation qui est mécanique et qui nécessiterait un affinage vraiment très fin de la situation. J'entends tout ça et je partage à 100%, il n'y a pas de souci. C'est juste que c'est toujours dommage de voir que les crédits ne sont pas consommés alors qu'on sait effectivement qu'il y a des entreprises en surconsommation. Et c'est un peu rageant, mais effectivement, l'optimisation, elle est à chercher et il faut avancer là-dessus. Je partage tout à fait. Ok. Nathalie? Merci, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Ouais. Bonjour de La Réunion, en fait, les 10 ans En Direct La Réunion. Voilà, donc on est là-bas pour le moment, ouais. Moi, ce que je voulais savoir, Sébastien. Ben voilà, exactement, c'est ce soir. Donc, on saluera Anne de votre part. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que la création de nouvelles entreprises adaptées a été évoquée? Et est-ce qu'il y a des nouvelles règles sur le sujet, puisqu'on sait très bien que chaque région, pour le moment, fait un peu sa sauce, avec parfois des appels à projets, parfois pas d'appels à projets. Voilà, donc voilà, c'était le sujet qui m'intéressait. Bon, en tout cas, il n'y a pas de mot d'ordre ou il n'y a pas d'interdiction à la création d'entreprises adaptées sur les territoires, mais c'est laissé à la main de chaque territoire, par contre. C'est chaque territoire qui s'organise, qui va regarder également en fonction de son enveloppe et en fonction des possibilités qu'elle a, si elle a encore une possibilité de créer des nouvelles entreprises adaptées. Et nous, on milite toujours pour qu'il y ait de la création d'entreprises adaptées parce que ça maintient du dynamisme, ça permet parfois d'accéder à des nouveaux métiers qui ne sont pas forcément présents. Et un secteur qui ne crée pas est un secteur qui peut se retrouver en difficulté demain. Donc, mais par contre, il n'y a pas de mot d'ordre national et en tout cas, il n'y a pas d'interdiction. C'est ça aussi qui est important. Il n'y a pas d'interdiction et il n'y a pas d'empêchement de créer des nouvelles structures. Et il n'y a pas de méthode. On ne dit pas qu'il faut faire un appel à projet ou autre chose, non. Les appels à projet, globalement, plus ou moins étaient tous abandonnés. Il restait la région Hauts-de-France qui en pratiquait encore. Mais ils ont pratiquement tous été abandonnés sur les autres territoires et c'était vraiment traité au fil de l'eau au niveau des DRETS. Ok, merci beaucoup. Pascal, tu voulais réagir? Alors, c'était juste pour relayer une question, mais qui est dans le question-réponse de Joseph, qui demande si par rapport au FIT, est-ce qu'on doit attendre les appels à projets ou est-ce qu'on pourrait proposer des projets d'investissement à financer? Est-ce qu'on peut être force de proposition? Alors, c'est pas de l'investissement, hein. C'est vraiment des projets territoriaux. Ça va plus être de l'animation territoriale ou du ciblage particulier d'un public. On n'est pas du tout sur de l'investissement et du soutien aux entreprises adaptées là-dessus. C'est de la politique territoriale sur différentes cibles de publics éloignés de l'emploi. Donc, Ouais, je pense qu'il y a confusion avec le FATEA. C'est pas du tout du FATEA, non. Et du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on attende les appels à projets pour voir quelles sont les orientations.
Oui, oui, oui. Ok. Je vais avancer sur l'arrêté de prolongation des avenants financiers, justement pour tenir compte de la parution tardive de la circulaire d'affectation budgétaire, donc la circulaire dont je viens de vous parler, la FIE. Il a été pris un arrêté de prolongation d'un mois supplémentaire du premier avenant financier que l'on appelle l'avenant financier provisoire de l'exercice 2025. Normalement, tous les avenants financiers provisoires ont une durée de vie qui s'arrêtait au 30 avril 2025. Là, ils seront prolongés jusqu'au 31 mai 2025, ce qui impose aujourd'hui au DRETS de pouvoir vous faire signer avant le 31 mai 2025 votre avenant financier définitif pour l'année 2025, le premier avenant financier définitif. Et donc, c'est là-dessus que les DRETS vont pouvoir ajuster maintenant en fonction de votre situation. Si vous êtes dans une situation où vous avez potentiellement surconsommé, ils pourraient, si les crédits leur permettent de vous allouer des postes supplémentaires. Si vous êtes dans une situation où, par contre, vous avez été en sous-consommation et les prévisions que vous avez sont plutôt à la baisse, ils pourraient vous revoir la dotation pour l'exercice à venir. Donc ça, c'est prolongé d'un mois et c'est uniquement pour l'exercice 2025. Dès l'année prochaine, ça sera la date de fin maximale, parce que ça peut être signé avant, du premier avenant financier définitif sera à nouveau fixé au 30 avril 2024. Charles, tu voulais intervenir? On ne t'entend pas, Charles. Non, ok. On m'entend comme ça? Ah, c'est bon, c'est revenu. Ouais. C'est bon. Je pense qu'on est quelques-uns à être confrontés à cette situation-là. Bonjour à tous, pardon. On va avoir donc des CEPOM qui vont être renouvelés pour 2026. Je pense qu'on est quelques-uns dans le sujet. Est-ce qu'on a des perspectives sur 5 ans, puisqu'on doit fournir des prévisions sur 5 ans de nos budgets, et l'impact de l'aide au poste est non négligeable sur cette affaire-là? Est-ce qu'il y a des tendances qui seraient annoncées sur les 5 ans qui viennent ou pas du tout? Non, c'est la grosse problématique que l'on peut avoir aujourd'hui, le décalage entre l'engagement que l'on nous fait prendre dans un CEPOM qui a une durée qui peut aller jusqu'à 5 ans, et puis donc on vous demande de poser des projets, on vous demande de faire des projets d'investissement, des projets de création d'emplois, et tous les ans, en fait, on repasse à la moulinette d'un PLF et de la loi de finances qui vient nous déterminer l'enveloppe. Donc, et on n'a pas de perspective aujourd'hui. On est plus dans une perspective de sauvegarde des enveloppes que l'on a aujourd'hui et de l'utilisation des enveloppes que l'on a aujourd'hui que dans des perspectives de forte croissance. En tout cas, quand on échange avec les ministères aujourd'hui et quand on échange avec l'administration centrale, c'est vraiment plus le message que l'on a aujourd'hui, c'est faisons déjà en sorte d'utiliser l'intégralité des crédits que l'on a sur nos lignes avant de pouvoir espérer repartir vers de la création et des plans de dynamisation des entreprises adaptées ou des autres dispositifs. Donc c'est vraiment la grosse difficulté dans laquelle on se trouve et on conçoit que c'est dans la renégociation d'un CEPOM, c'est vraiment difficile de pouvoir se dire, si j'ai des gros projets, de pouvoir être certain d'être accompagné sur l'intégralité des projets. Par contre, il faut les afficher. Il faut les afficher auprès de l'ADRETS, leur dire que voilà, vous avez ces projets-là et qu'il y a du potentiel pour qu'elles puissent les inscrire et prévenir l'administration centrale en disant voilà ce qui peut arriver ou les besoins qui peuvent être exprimés. Donc, je ne sais pas si ça te rassure, Charles, mais en tout cas, les positions, c'est ces positions-là actuellement. Merci. Romain, c'est une main levée ou c'est une main non abaissée? Non, c'est une main levée. Juste une question, parce que j'ai discuté avec un collègue qui a une EA dans le 27, qui me disait que notre interlocutrice, justement, du département au niveau de la DRET,
lui avait spécifié que les CPOM étaient plus sur 5 ans. Et lui, pour le coup, c'est sur 1 an. Quelle est la bonne information? Non, les CPOM et l'instruction générale le reprécise. Le CPOM a toujours une durée maximale de 5 ans. C'est bien une durée maximale qui est fixée, mais elle peut la durée peut courir de 1 à 5 ans, en fait, en fonction de la situation, en fonction de l'état, si on est sur une création, ou si potentiellement la structure peut se retrouver en difficulté. On est parfois sur des durées qui sont plus courtes afin d'avoir un suivi plus fin de la part des services de l'État. Ok, ça marche, merci. On a finalement passé l'heure sur l'intégralité de la circulaire FIE. Je vais juste vous présenter les éléments généraux de l'instruction principale, et je pense qu'on refera un webinaire spécifique dédié à cette instruction générale. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'instruction générale, donc, qui s'appelle 2025-31, elle vient abroger une circulaire qui s'appelait 2019-42, qui a été publiée en 2019. Et donc, c'est une nouvelle instruction qui réaffirme le rôle des entreprises adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire, comme des acteurs inclusifs des territoires pour les personnes en situation de handicap, et qui propose des parcours professionnels adaptés pour les personnes en situation de handicap. Donc, elle met en avant la nécessité de toujours d'avoir une transformation des modèles économiques pour renforcer la capacité d'innovation et de coopération territoriale. Ça, c'est bien remis en avant. Elle confirme, et c'est aussi la raison pour laquelle on a sorti une nouvelle circulaire, c'est qu'avec l'inscription dans le droit des dispositifs de transition professionnelle, CDD, tremplin et EATT, il fallait les instruire et repartir avec une nouvelle circulaire qui vienne les déterminer. Donc, ça met en avant ces dispositifs de transition professionnelle pour favoriser les passerelles vers l'emploi durable en dehors de l'entreprise adaptée. Ça rappelle le pilotage territorial par les services de l'État, donc globalement les dialogues de gestion que vous avez avec les représentants de l'État. Ça redonne les modalités d'agrément et de financement via un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dont la durée n'a pas bougé. Et là-dessus, on est toujours sur une durée maximale de 5 ans. Et ça reprécise bien que c'est la signature de ce CPOM qui conditionne les aides de l'État aux entreprises adaptées derrière. Et ça précise également un accompagnement structuré pour les porteurs de projets et pour les services déconcentrés de l'État pour mettre des pratiques d'animation territoriale et d'utilisation des crédits généraux pour les entreprises adaptées. Donc, je vais juste vous présenter ce qu'il y a à l'intérieur. On n'ira pas dans le détail. Je vous dis, on reposera une date de webinaire pour pouvoir le faire, parce que ça prendra aussi en tout cas, on pourra prendre un peu plus de temps et répondre un peu plus en détail sur les questions que vous pourriez avoir derrière. Donc, on a une instruction. Alors, si vous la prenez et vous la voyez, elle fait 150 pages, l'instruction. Donc, en ayant tous les modèles de contrat, en ayant tous les dossiers de demande d'agrément, l'intégralité du dossier fait aujourd'hui 150 pages. Il y a une introduction politique générale, comme il y a dans chaque circulaire ou instruction de l'État. On a des fiches thématiques. On a 6 fiches thématiques, et on a une boîte à outils qui va reprendre les modèles de contrat, les modèles de demande de dépôt d'agrément, ce que vous allez devoir remplir aujourd'hui pour vos renouvellements de CPOM. C'est des nouveaux dossiers. Il y a des choses qui ont évolué, ça évolue à la marge. Il y a des choses qui ont été un peu simplifiées. Mais en tout cas, c'est cette nouvelle structure et ces nouveaux documents que vous allez pouvoir utiliser dans la préparation de vos demandes d'agrément pour si vous avez des CPOM qui se terminent à la fin de l'année 2025. Juste vous dire ce qu'il y a dans les 6 fiches.
les 6 fiches, ça rappelle que la fiche numéro 1 rappelle que le A et l'entreprise adaptée de travail temporaire sont des dispositifs au service des territoires. Donc, c'est vraiment un ancrage territorial de l'entreprise adaptée, l'implication dans les réseaux territoriaux, dans également ce que reprécisait la circulaire FIE de la nécessité de travailler avec les acteurs économiques du territoire. La fiche numéro 2, elle parle du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens qui vaut agrément. Ça reprécise bien que l'entreprise adaptée, ce n'est pas un statut particulier d'entreprise, c'est une entreprise classique qui a un agrément signé avec l'État. Et c'est par la signature d'un CEPOM que l'on peut se faire appeler entreprise adaptée aujourd'hui. La fiche numéro 3, la fiche numéro 3A va parler des modalités de financement. Donc, quelles sont les aides que peut percevoir l'entreprise adaptée. Donc, on va avoir le détail de toutes les typologies d'aides, l'aide au poste socle, l'aide minorée, l'aide pour la mise à disposition, l'aide pour le ATT. Donc, tout va être redéfini à l'intérieur et on va redéfinir surtout le cadre juridique, l'objet et la nature de la subvention que perçoit l'entreprise adaptée. Et ça précisera également les modalités de non-cumul de subventions en fonction d'un poste et en tout cas les possibilités de cumul si on n'est pas sur le même objet ou sur la même nature. Donc ça vient être précisé dans cette fiche numéro 3. La fiche numéro 3 détermine comment est calculée la part modulée de l'aide CDD tremplin. Je rappelle qu'on peut avoir une aide modulée qui est fonction des résultats globalement obtenus sur l'année pour les salariés qui sont passés dans le dispositif, qui peut aller jusqu'à 10% du montant de l'aide au poste initial. Donc, par contre, il y a toute une grille en fonction des résultats qui va permettre de calculer cette aide modulée. Et on aura une fiche 3B qui sera bientôt introduite et qui fera exactement le même dispositif pour l'aide modulée pour les EATT, puisque le ATT va pouvoir avoir une aide modulée. La fiche numéro 4, c'est la fiche qui décrit le dialogue de gestion. La fiche numéro 5, c'est la fiche qui décrit plus précisément les nouveaux dispositifs de transition professionnelle, donc ceux qui ont été confirmés dans le droit, donc le CDD tremplin, le ATT, mais également ça reprécisera la mise à disposition. Et enfin, la fiche numéro 6, elle va préciser les référentiels d'entrée, donc finalement, quels sont les critères de recrutement dans les entreprises adaptées et les entreprises adaptées de travail temporaire. Et surtout, c'est la première fois qu'il est officiellement sorti en circulaire, c'est derrière le référentiel de sortie et comment sont qualifiées les sorties quand un collaborateur d'une entreprise adaptée a fini son parcours ou son contrat dans l'entreprise adaptée. Donc là, nous avons les 6 fiches et dans la boîte à outils, vous avez le modèle de dossier de demande d'agrément pour le A et pour le ATT. Vous avez le modèle des CEPOM qui sont fournis avec les différentes annexes, l'identification de l'EA, donc l'annexe 1, l'objectif opérationnel, l'annexe 2, et l'avenant financier pour l'entreprise adaptée. Il y a une annexe 10 qui vient confirmer l'équivalence, le tableau d'équivalence entre les BOETH, donc les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, et les RQTH. Donc vous savez qu'aujourd'hui, on a la possibilité de recruter un BOETH qui a les conditions d'éloignement de l'emploi pour pouvoir être éligible à l'aide au poste. L'annexe 11, c'est donc tous les critères de recrutement. Et l'annexe 12, c'est le référentiel de sortie qui est précisé. Donc, vous retrouverez tous ces éléments-là dans la circulaire. Donc, j'ai vu que Pascal avait mis le lien sur le site du ministère du Travail. Vous l'avez aussi sur le site de l'UNEA. Vous avez tous les éléments sur le site de l'UNEA, où vous retrouvez également tous les éléments qui sont téléchargeables à l'intérieur, que ce soit la circulaire ou les différentes annexes. Donc, je vous propose d'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais prendre la question, Christine, il n'y a pas de souci, mais je ne vais pas aller plus loin dans la présentation de la circulaire et on refera une séquence
une séquence de présentation un peu plus détaillée de la circulaire, de l'instruction générale. Alors, il ne faut pas l'appeler circulaire, on l'a attendu, et on l'a attendu vraiment tellement longtemps, puisque de notre côté, on a travaillé, on nous a fait travailler de la relecture au mois d'août l'année dernière, hein, donc c'est pour vous dire. Et voilà, on nous l'avait promis à la rentrée, on nous l'avait promis à Noël, on ne l'a pas eu à Pâques, mais on l'a eu après le 1er avril. Christine, si je peux te donner la parole si tu as une question. Oui, merci. Merci, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ouais, ok, parfait. Je vais faire rapide. Merci pour tous ces éléments et le lien, on pourra regarder effectivement. J'avais peut-être un point de vigilance sur les critères de recrutement, notamment liés à l'AAH. Je pense que je ne dois pas être la seule. Est-ce que c'était volontaire? Je ne comprends pas bien la logique et quels sont les points de vigilance sur la suite, parce que même quand ils ont l'AAH, à un moment, on nous recommandait de cocher dans les critères de recrutement l'AAH en plus, parce que les critères de sortie en emploi durable derrière n'étaient pas les mêmes en fonction de AAH, pas AAH. Quelles sont en fait les implications de ça, ou est-ce que vous en savez un peu plus sur ce critère qui saute dans les recrutements? Le critère, il a sauté sur les préconisations du rapport de l'IGAS et sur les préconisations du rapport de la Cour des comptes l'année dernière. En fait, il trouvait que ce n'était pas un critère unique qui devait être utilisé pour un recrutement en entreprise adaptée. On n'a jamais réussi à savoir pourquoi de manière plus fine, parce que pour moi, c'est ce qui traduisait en tout cas une situation d'éloignement encore plus importante. Donc, ils ont pris cette orientation-là pour répondre, entre guillemets, aux demandes de la Cour des comptes et de l'IGAS, l'IGAS-IGF derrière. Par contre, pour l'entreprise adaptée, une personne qui était titulaire de l'AH, globalement, si vous la recrutez via le service public de l'emploi, ils vont vous la faire sur recommandation, à minima sur recommandation et sur expertise du service public de l'emploi. Ils ne vont pas remettre en cause cet élément-là. Simplement, en recrutement direct, ce ne sera plus possible pour vous. Ok. Donc, mais on peut. Est-ce que je rebondis sur ta remarque de passer dans le critère autre, ce qui effectivement est le cas. Et moi, sur les tout derniers recrutements, j'ai fait attention, comme j'avais entendu ça, à ce qu'il n'y ait pas que ce seul critère pour que ça pénalise pas en cas de contrôle. On a aussi entendu qu'il y aurait potentiellement plus la fiche d'éligibilité, ou la fiche d'opportunité, je ne sais pas comment elle s'appelle exactement, des SPE. Tu confirmes, oui. Ou est-ce que oui, donc, du coup, on n'aura plus ce critère autre? Oui, mais la circulaire le précise, sans mettre une date butoir. Aujourd'hui, donc elle est toujours utilisable. Aujourd'hui, dans vos recrutements, utilisez-le, demandez-le. C'est le justificatif qui vous permettra de conditionner l'éligibilité de la personne à l'aide. Donc, conservez-le. Mais l'objectif, en effet, est de supprimer cette fiche de proposition de recrutement dès que France Travail aura étendu sa fonctionnalité de recrutement inclusif qui a été présentée il y a quelque temps sur l'intégralité du territoire. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. C'est applicable uniquement sur 13 régions, je vous dis ça de mémoire, donc ce n'est pas applicable sur tout le territoire. Donc on ne peut pas la supprimer parce qu'on aurait des territoires qui n'auraient pas les mêmes règles d'application. Et ça a sauté au moment où tu disais aura étendu quoi? Ou France Travail aura étendu quoi? Le dispositif de recrutement inclusif. Aujourd'hui, les entreprises adaptées, vous êtes tagués comme des recruteurs inclusifs de par votre agrément. Donc, vous pouvez, quand vous vous connectez sur votre espace France Travail, accéder à l'intégralité de la base des demandeurs d'emploi qui ont déclaré leur situation de handicap. Pardon. Et donc, quand ils vont avoir étendu ça sur l'intégralité du territoire, ils laisseront la possibilité d'utiliser, à mon avis, uniquement cette application et cette nouvelle possibilité en tant que justificatif. Donc, cette fiche est amenée à disparaître. C'est bien écrit dans la circulaire. Par contre, on n'a pas de délai ferme de retrait de la fiche de proposition de candidature. Merci.
Pascal ou Marion, est-ce qu'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans le chat Alors, J'ai l'impression que c'est bon. non, je regarde dans le question-réponse, mais j'arrive pas à charger. Non, c'est bon. Non, Ouais, ça a moi, il me l'air semble bon. que c'est bon, ouais. Ok. Écoutez, je vous remercie pour la participation. On vous partagera le support, le support qui a été utilisé. Donc, Véronique vous l'enverra. Et on reprogramme un webinaire pour aller plus en détail sur la présentation du contenu de l'instruction générale sur les entreprises adaptées. Je vous remercie tous. Je vous souhaite un bon appétit. Bon appétit. Au revoir. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.